Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, pour ce webinaire. On va attendre encore, 1 ou 2 petites minutes avant que tout le monde se connecte et pouvoir commencer la présentation. On a eu des petites difficultés de connexion ce matin, donc on va attendre, 10 heures avant de commencer. On voit qu'il y a de plus en plus d'inscriptions là. Bon, je pense on va pouvoir commencer. On va laisser, au fur et à mesure les participants arriver. Donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc on va commencer par se présenter. Donc je m'appelle Céline Estacaille, je suis conseillère formation à l'OPCO Atlas depuis 2 ans et demi, maintenant et donc je vais laisser aussi, ma collègue Céline également, se présenter. Merci Céline. Donc, vous aurez Céline et Céline aujourd'hui. Donc moi je suis Céline Tranchant, conseillère formation au sein de l'OPCO Atlas depuis à peu près 2 ans et demi également. Et j'ai juste envie de dire merci de nous accueillir un peu chez vous, c'est de circonstance. Et puis bienvenue chez nous. Merci Céline. Donc pour, reprendre un petit peu, l'idée de ce webinaire, donc là, on est ensemble pour à peu près, 1 heure et demie. Donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu vous parler des outils que vous avez à votre disposition pour accompagner vos salariés dans la construction, de leur parcours professionnel. On espère évidemment, en cette période particulière, que vous vous portez tous bien ainsi que vos proches. Voilà, il a été, de mise pour tout le monde de s'adapter un petit peu, à la situation. Sachez que l'OPCO Atlas reste mobilisé en cette période particulière, que ce soit au niveau de nos conseillers téléphoniques, que ce soit au niveau de nos développeurs de l'alternance ou, aussi bien évidemment vos conseillers respectifs. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, hein. On est toujours sur le front, et l'idée c'est de vous accompagner, au mieux dans cette période, compliquée. Donc n'hésitez pas, on est toujours réactifs. Là, l'idée, aujourd'hui donc vous allez avoir le support, vous inquiétez pas, hein, vous pourrez poser aussi l'ensemble de vos questions. Donc vous avez un petit, panneau de configuration sur votre droite où vous pouvez, poser vos questions. Donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions, ça c'est certain, en ce laps de temps, mais ne vous inquiétez pas, vous recevrez, à l'issue du webinaire, donc le replay, sera accessible sur notre, chaîne YouTube, sur notre site internet et vous aurez aussi un question-réponse qui répondra à l'ensemble de vos questions. Donc là, l'idée pendant la présentation, c'est de répondre à quelques-unes de vos questions, mais voilà, ne nous en veuillez pas, on ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions, mais vous aurez bien sûr la réponse à vos questions demain ou après-demain, en tout cas avant la fin de la semaine. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu des outils que vous avez donc à votre disposition. Là, le parti pris que nous, on a décidé de faire avec Céline, c'est vraiment de vous donner de la matière pour mieux orienter vos salariés et de mieux comprendre les outils surtout et de savoir comment les utiliser et à quelle étape de leur réflexion. Donc ça va être la première partie, hein. Du coup, si on voit le sommaire, je vais demander à Caroline du coup qui est voilà, qui est notre petite main off aujourd'hui et que je remercie qui nous accompagne sur ce webinaire, ainsi que notre service communication. Et donc on va parler des différents dispositifs que vos salariés peuvent mobiliser. Sur la première partie, donc évidemment refaire un petit point sur l'OPCO Atlas. Donc l'OPCO Atlas, vous le savez tous maintenant, donc maintenant l'OPCO Atlas est composé de 15 branches professionnelles. L'idée c'était de faire un rapprochement économique, hein, cohérent en fonction de ces 15 branches. Donc pour rappel, on est le secteur du conseil et le secteur financier, donc avec un certain nombre de branches qui ont été reprises dans leur intégralité, hein, donc notamment pardon,
le secteur historique du FAFIEC, hein, qui a été repris dans son intégralité à l'OPCO Atlas, également donc OPCA Baya, hein, donc une bonne partie du service financier qui a été repris sous l'OPCO Atlas, et un certain nombre de branches qui faisaient partie d'autres OPCA auparavant, qui sont venus maintenant composer l'OPCO Atlas. L'idée, là, c'était vraiment de pouvoir rapprocher des filières économiques donc cohérentes sur des métiers donc à haute valeur ajoutée et qui se rapprochent aussi et qui sont très impactés aujourd'hui par la transformation digitale notamment. Donc voilà l'idée de cette représentation et de ce regroupement aujourd'hui sous l'OPCO Atlas. Donc l'idée, c'était de faire un petit point aussi sur les points de repère aujourd'hui. Donc je vais laisser là la parole à Céline pour nous parler un petit peu des différentes réformes qui ont eu lieu et de remettre un petit peu ces différents dispositifs dans les différentes réformes qui ont eu lieu. Merci Céline. Alors en fait, comme le disait Céline très justement tout à l'heure, notre parti pris, c'était vraiment de vous faire un fil conducteur à travers des points de repère sur finalement comment on passe d'un sens très large de la formation au collectif à la formation du salarié pour arriver finalement aujourd'hui à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors on se rend compte qu'il y a des dates quand même assez clés dans toutes les réformes qu'il y a eu, hein, parce qu'on en a eu beaucoup quand même, et à chaque fois une réforme a apporté un petit contenu, un petit contenu, un petit contenu. En fait, on se rend compte que quand même la formation continue date quand même de 70. Hein, donc ça existe depuis longtemps. Et en 70-71, il y a deux choses qui commencent à émerger. Déjà, on reconnaît, on inscrit la formation continue, la formation professionnelle continue. Ça veut dire qu'on reconnaît que, il y a la formation tout au long de la vie. Et ça commence déjà on voit déjà poindre l'importance de la formation dans l'accompagnement des salariés. Et puis le congé individuel de formation qui arrive en 71. Et le congé individuel de formation, on commence à regarder un petit peu la notion d'individu et d'individualité. Alors l'idée de la pyramide, c'est aussi de dire, on part du collectif pour arriver à un moment donné à la notion d'individu. Alors la date d'après, c'est un petit peu en 91. En 91, on arrive au fameux bilan de compétences. Alors au début, le bilan de compétences, c'est un petit peu l'accompagnement un petit peu mystique, je dirais, où oh là là, il faut que je fasse un point sur mes compétences, comment ça marche. Mais on fait surtout la démarche de rendre le salarié presque acteur de son parcours déjà, puisqu'il doit commencer à apporter une réflexion précise sur son parcours pour pouvoir continuer de manière un petit peu plus pertinente et tranquille. On arrive à la VAE en 2002. Alors, vous voyez, il y a quand même il y a du temps qui se passe entre les événements de la réforme avec la validation des acquis de l'expérience. Et là, on commence à voir que, en fait, on reconnaît que, finalement, un salarié, quand il apprend, entre guillemets, sur le tas, il apprend quand même des choses qui peuvent être en lien avec un diplôme, et on lui donne la liberté de dire, moi, j'ai envie de continuer mon parcours et de valider. Ça dans le but commun de sécuriser les parcours professionnels, puisque comme vous le savez, la France est une société à diplôme, et que sans un diplôme, on est moins reconnu. C'est un parti pris que je vais prendre, mais parce que on se dit que un diplôme, il va valider la compétence. On arrive en 2004 avec la naissance du DIF, droit individuel. Tiens, l'individu revient. On a un droit individuel. Alors en 2004, vous le savez tous, on a quand même le DIF qui a la mainmise des entreprises. C'est-à-dire que le DIF, par expérience de l'accompagnement des salariés, le DIF, à l'époque, il y a des salariés qui disaient il y a un DIF, c'est vrai, il y a droit individuel. Alors c'est pas trop encore ce que c'est, à quoi il sert. C'est plutôt à la mainmise des entreprises. On va attendre déjà 2019 pour que le DIF devienne portable, c'est-à-dire que le salarié, il met le DIF dans sa valise et puis il part avec, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, on le rend un petit peu plus autonome, un petit peu plus acteur de son parcours. Et finalement, on attend quand même, alors vous voyez, entre 70 et 2014, Céline, on peut voir que il se passe quand même du temps et on attend 2014 pour rendre le salarié complètement autonome de son parcours en créant le compte personnel de formation. Et là, il remplace le DIF, il est à la mainmise du salarié et le salarié en fait ce que bon lui semble, dans une juste mesure, évidemment, on verra ça tout à l'heure. Et puis, on crée aussi
l'entretien professionnel pour que la formation soit un petit peu plus marquée dans l'accompagnement des salariés dans les entreprises. Et puis, on crée le conseil en évolution professionnelle. Alors là, on commence vraiment à voir que le salarié, il est autonome, hein, on l'emmène vers l'autonomie, et deux, on va l'accompagner par le biais du conseil en évolution professionnelle d'une manière un petit peu plus large. On verra tout à l'heure la différence entre les deux dispositifs, parce qu'il y a quand même une différence. Et puis, on arrive en 2018, où là, on a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et le choix renforce la notion d'autonomie du salarié, hein, parce qu'il a un vrai choix, comme si avant, il l'avait pas eu, enfin, en tout cas, il l'avait, mais de manière beaucoup moins marquée. On crée le plan de développement des compétences pour l'entreprise. On change de paradigme, hein, parce qu'on avait le plan de formation, et là, on a un plan de développement des compétences, et c'est pas anodin. Et pour moi, on arrive vraiment au croisement entre, on rend le salarié autonome, mais on l'autorise à co-construire, avec l'entreprise. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de vous accompagner sur ces sujets. C'est comment on aborde la co-construction avec les outils qui sont à disposition pour le salarié. Et du coup, Céline, tu parlais de sécurisation des parcours et notamment à travers le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. Mais finalement, que choisir entre les deux sur une orientation? Oui, alors on a beaucoup on entend beaucoup BDC, CEP, le CEP qui doit être renforcé dans l'entretien professionnel. On est souvent un petit peu perdu, et c'est vrai que tu le sais aussi bien que moi, Céline, hein, quand on va voir nos entreprises, donc c'est-à-dire vous, hein, quand on vient vous voir, souvent on dit ah oui, alors peut-être on devrait lui faire un bilan de compétences, on doit parler du CEP, mais on est un peu perdu sur le sujet. Alors l'idée, c'était de vous éclairer un petit peu plus sur ces sujets-là et de vous donner un petit peu les contours et les contenus. Dans la vraie vie, finalement, un bilan de compétences, par exemple, c'est quoi? Caro? Merci, Caro. Le bilan de compétences, c'est quoi? Alors ça, vous connaissez un peu plus, hein. L'action du bilan de compétences, c'est prendre un temps d'arrêt sur un parcours professionnel. C'est prendre du recul par rapport à ces compétences. Mais c'est quoi une compétence? Une compétence, c'est le savoir, ce qu'on a acquis comme connaissance tout au long de notre parcours professionnel, dans la formation initiale et puis dans la formation continue et puis dans l'entreprise. Hein. On a les savoir-faire. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à faire au fur et à mesure de notre parcours professionnel? Et puis, ce qu'on appelle dans le jargon plus bilan de compétences, les savoir-être. Alors, le savoir-être, tout simplement, c'est les comportements. Hein. Donc, le bilan de compétences, il est régi quand même par une loi, il est cadré par la loi. Alors, à l'intérieur de ce cadre, hein, en fonction de qui on est, de ce qu'on attend du bilan de compétences et de l'accompagnement qu'on a avec le conseiller ou le consultant en bilan de compétences, on y met plusieurs choses. Mais il est quand même régi par la loi. Alors, on a quand même une amplitude qui doit être donnée. Alors, on a entre 3 semaines et 3 mois. Je ne vous cache pas que 3 semaines, un bilan de compétences, moi, ça me paraît un peu court. Hein. Pourquoi? Parce que l'individu, on est des êtres humains. Et qu'un bilan, ça remue, hein, puisque on va réfléchir sur soi, on va acter, on va être confronté à la réalité. Le consultant, il entend ce que l'autre n'entend pas, il voit ce que l'autre ne voit pas, il le confronte à ses incohérences. Donc ça demande du temps d'intégration des données, du temps pour mener des démarches, et du coup, une amplitude entre 3 semaines et 3 mois, on est plutôt vers 2 mois, 3 mois que 3 semaines. Mais je pense pas que ce soit le cas, en tout cas dans ces sujets-là. 24 heures en totalité, ça c'est la loi, dont 10 heures minimum en face à face. Face à face aujourd'hui, évidemment, hein, on ouvre les perspectives sur, ça peut être aussi de la visio, hein, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, hein, dans ces temps de confinement. On est quand même en face à face, même s'il n'y a pas le côté physique qui intervient, on est quand même dans du face à face. On a un entretien de suivi à 6 mois, pourquoi? Parce que parfois, le salarié il a besoin d'avoir une petite, de faire le point sur où il en est, comment il doit continuer à avancer, et puis d'acter, et puis d'être content d'acter avec le consultant qu'il a avancé et qu'il a bougé ou qu'il a changé de voie, etc. Donc cet entretien à suivi à 6 mois est souvent très profitable. On a 3 phases distinctes. Alors ça, c'est sur le papier, les 3 phrases distinctes. Dans la vraie vie, très franchement, alors à part l'entretien préliminaire, dont on va reparler un petit peu plus loin, qui est en fait l'entretien dans lequel
on choisit son centre de bilan, on choisit son consultant, la personne avec laquelle on se sent bien pour travailler. Mais aussi, c'est la phase où il est extrêmement important, en tout cas pour moi, de clarifier l'objectif du bilan. Pourquoi on clarifie un objectif de bilan? Parce que tout comme, je sais pas, un sportif va se dire, je vais courir. S'il se dit je vais courir, il sait pas trop pourquoi il y va et quelle performance il veut atteindre. S'il dit je vais courir pour aller faire le marathon de New York, il a un objectif. Il va pouvoir quantifier les étapes. Il va pouvoir comprendre qu'il a avancé dans ces étapes-là. Et puis surtout, à la fin, il va savoir qu'il a atteint son objectif. Donc, la première chose à dire à votre salarié quand il vous demande j'ai besoin de faire une réflexion sur mon parcours, c'est de clarifier avec lui l'objectif ou qu'il le clarifie avec son centre de bilan, pour savoir de où il part et où est-ce qu'il veut arriver. Après, il y a une phase d'investigation. Alors, l'investigation, il y a aussi la confrontation dont je vous parlais tout à l'heure. L'investigation, c'est là où on fait l'état des lieux, des compétences, des savoir-être. Donc, il peut y avoir des inventaires de personnalité qui sont faits. Et il y en a beaucoup. Donc, en fonction des centres et de la personne, le centre va adapter les outils avec la personne. Il va y avoir une investigation sur le portefeuille, ce qu'on appelle le portefeuille de compétences. Qu'est-ce que cette personne sait faire? Et puis, peut-être, qu'est-ce qui lui manquerait pour aller vers tel ou tel objectif de métier ou d'évolution dans l'entreprise? Et puis, il va y avoir la phase de conclusion, c'est de dire, maintenant, où est-ce qu'on en est? Comment on a un projet A, un projet B, et ce projet A et ce projet B, comment est-ce qu'on va le mettre en place? Quelles sont les étapes? Et clarifier les étapes de mise en œuvre de ce bilan. Le coût moyen est entre 1 700 et 2 000 euros hors taxe, c'est vraiment un coût moyen. Il peut être financé par le CPF, le plan de développement des compétences, ou par les OPCO, et là, c'est en fonction des critères de chaque OPCO et des critères de branche, maintenant qu'on a récupéré plusieurs branches. Caro, tu peux passer à la slide d'après. Caroline? Oui, merci. Les objectifs du bilan, je vous le disais, ça peut être des objectifs divers et variés. En tout cas, la clarification est importante. Ça peut être en amont d'une VAE. Ça peut être je veux changer de poste dans l'entreprise, mais j'ai besoin de savoir si j'ai capacité à y aller et comment l'entreprise peut m'accompagner sur ce sujet en termes de formation. Et ça peut être j'ai besoin de prendre un temps de recul, je sais plus où j'en suis, je veux changer de métier, mais je ne sais pas quoi faire. Et là, il y a un vrai sens au bilan de compétences. Donc, le bilan de compétences, comment ça marche dans l'articulation, je dirais la logistique plus? On a deux façons de le faire. Soit on le fait sur le temps de travail, parfois sur vos conseils à vous RH, parfois sur l'envie du salarié et il a vu ça avec vous en entretien professionnel. Et puis, ça peut être aussi hors temps de travail. Et la démarche est un tout petit peu différente. Il y a des phases qui vont être les mêmes, mais la démarche peut être différente. Donc, quand on va sur le temps de travail, ou quand on va hors temps de travail, on voit très bien qu'il y a quand même l'entretien préliminaire dont je vous parlais, qui est en commun. C'est-à-dire, c'est le choix du prestataire. L'entretien préliminaire, on va clarifier l'objectif du bilan, on va rencontrer le centre, on va rencontrer le consultant, et on va surtout mettre en marche presque la machine en disant c'est bon, j'ai acté que je voulais travailler avec tel centre de bilan. Et puis, cet entretien-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est toujours gratuit. Moi, je vous invite à toujours rencontrer ou à dire à vos salariés de rencontrer 1, 2, peut-être voire 3 centres de bilan pour qu'il ait le sentiment d'avoir fait un choix. Et pour faire un choix, il faut avoir plusieurs centres de bilan ou plusieurs consultants qu'on puisse rencontrer. Si on le fait sur le temps de travail, on se rapproche de son entreprise et de ses RH pour valider le bilan et puis pour signer une convention tripartite qui va être entre le salarié, l'entreprise et le centre de bilan. Si on est en hors temps de travail, si on le finance par exemple par le CPF, parce qu'il y a quand même des salariés qui se financent des bilans par leurs propres deniers, ça arrive, c'est possible. Donc dans ce cas-là, on n'intervient pas du tout. Mais sinon, il peut être financé par le CPF. À ce moment-là, il faut un dépôt de dossier auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et là, je vous invite à vous rapprocher de la Caisse des dépôts et consignations pour voir les pièces qui sont demandées. Je crois par contre que le code de bilan CPF, c'est le code 202. Il me semble me souvenir de ça. En tout cas, je vous invite à vérifier. Une fois que tout ça est parti, on a la réalisation du bilan. Et là, pour le coup, c'est la même pour tout le monde, qu'on soit financé par l'entreprise ou financé par le CPF. On va réaliser les 3 phases, cette fameuse phase d'investigation, la confrontation, et puis la fameuse phase où il y aura la conclusion. Alors attention, j'alerte
je vous alerte sur le fait que la synthèse et les documents qui vont être donnés aux salariés appartiennent de plein droit aux salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, hein, si c'est un projet un petit peu en co-construction avec l'entreprise, ben, il est important que le salarié puisse vous donner des informations sur son bilan. Mais la restitution sera partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas tenu de vous dire, ben, moi, j'ai fait un test de personnalité qui s'appelle le MBTI, je suis tel profil, ça veut dire que mes points de vigilance sont plutôt là-dessus, etc. Ça lui appartient. S'il a envie de vous le donner, il vous le donne. S'il ne l'a pas envie, il ne vous le donne pas. Sachez aussi que les consultants des centres de bilan sont tenus au secret professionnel au même titre que le médecin va être tenu au secret professionnel. Ça veut dire que si vous êtes en contact avec le centre de bilan, que vous entendez très bien avec le consultant, il a devoir de secret par rapport à ce qui s'est passé dans la relation entre la personne qui a bénéficié du bilan et lui-même. J'ai une petite merci Virginie, je vois pas les noms, hein, mais merci Virginie, elle dit oui, c'est bien le 202. Je me permets de confirmer du coup pour le CPF, c'est bien le 202 donc. On a la remise de synthèse et pour le salarié qui va le faire en autonomie, ben, il a la synthèse avec le plan d'action à mener pour la mise en œuvre de son projet. Est-ce que peut-être y a-t-il des questions, Céline, par rapport au bilan, si jamais avant de passer au TEP? Ouais, je suis désolée, moi j'ai un petit problème sur mon panneau de configuration, donc j'ai du mal à voir les questions. Je sais pas si toi D'accord. tu peux. Ben moi, je vois des bouts d'intervention, j'avoue. Je vais essayer de dérouler. Pardon, hein, c'est mon premier webinaire. Vous excuserez mon incompétence sur le sujet, en tout cas. Écoute, je vois que la dernière question ou la dernière intervention. Ok. Bon, je vais essayer de régler ça. Je te laisse Ok. continuer. Donc, si jamais vous aviez des questions, bah, écoutez, on essaiera d'y répondre. Même à la fin, on pourra revenir sur le sujet et pas de souci en la matière ou on vous les rendra, en tout cas, après, comme le disait Céline tout à l'heure. Donc, la différence avec le conseil en évolution professionnelle. Alors, il y a eu un grand débat en 2014. Oh là là, le CEP va remplacer le bilan de compétences. Halte là. Bah, pardon. Pour moi, il ne l'a pas remplacé. On est sur. Alors, c'est très connexe, hein, puisqu'on a quand même un accompagnement avisé, un conseiller qui accompagne un salarié ou un non-salarié pour prendre un temps de réflexion sur son parcours à un temps donné. On est quand même dans des champs très similaires, on est d'accord. Pour autant, le conseil en évolution professionnelle, il y a quand même une différence, c'est que, il est gratuit en totalité, hein, mais il répond pas forcément aux mêmes besoins. Le conseil en évolution professionnelle, déjà, vous êtes tenu d'en parler lors des entretiens professionnels aussi. Hein. Ça, il faut le savoir, donc il faut avoir un petit peu de matière pour pouvoir en parler. La décision de mobiliser un conseil en évolution professionnelle, elle se fait à n'importe quel moment de la réflexion. C'est-à-dire que c'est pas un état des lieux total comme on peut le faire dans le bilan de compétences, mais ça peut être, je me pose des questions sur est-ce que je prends tel poste ou tel poste dans l'entreprise et je vais mobiliser un conseiller en évolution professionnelle et je vais lui demander la réponse à cette question-là. On peut aborder une partie de la réflexion dans le parcours professionnel, mais une seule. C'est à géométrie variable et un état des lieux de la situation est réalisé à chaque entretien, à chaque rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle. La synthèse est remise à chaque rendez-vous avec le conseiller professionnel. Donc, on voit que c'est un petit peu presque comme un jeu de Lego, en fait, hein, où on va avoir un besoin à un moment donné, à un instant T, et on va aller mobiliser un conseiller en évolution professionnelle. Et puis, peut-être qu'on va laisser passer 3, 4 semaines, 1 an. Et puis, le salarié, il a besoin de refaire un conseil en évolution professionnelle. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le bilan. Hein, je reviens juste au bilan en 5 minutes, mais le bilan, on peut en mobiliser un. Et puis après, il y a un délai de carence quand même pour se refinancer un bilan. Et puis, c'est pas forcément légitime. C'est un petit peu comme un bilan de santé. On va pas le faire tous les ans. On n'en a pas besoin tous les ans. On va le faire à un moment donné où il est opportun de le faire. Le conseil en évolution professionnelle, on peut le mobiliser parce qu'il répond juste à une question en particulier. Il peut y avoir un entretien, 2 entretiens, peut-être même 3 entretiens en fonction des structures et de la demande de départ, mais on n'est pas forcément sur un accompagnement sur une longue durée entre 3 semaines et 3 mois, par exemple, comme on l'est sur le bilan, pardon. Dans le conseil en évolution professionnelle, les structures habilitées vous proposent souvent aussi des réunions d'information collective, comme on peut le faire chez nous à classe avec des sujets. Ça peut être mener à bien un projet.
ça pourrait être se renseigner sur le marché du travail. Ça pourrait être comment j'échange avec mon entreprise. Enfin, en fonction des structures qui sont habilitées à donner ce conseil-là, il y a beaucoup de thématiques qui sont en lien avec le projet professionnel, mais c'est assez large. Ça peut être aussi comment je crée une entreprise. On les oublie un peu parce que nous, on est dans un champ un petit peu particulier. Hein. Les entreprises vont plutôt avoir affaire avec leurs salariés. Bon, mais il se pourrait que vous ayez un salarié qui vous dise, ben, moi, je voudrais créer une entreprise et j'aimerais être accompagné quand même. Ben, ça peut répondre à cette question-là. On a des entretiens physiques ou téléphoniques qui sont un petit peu moins usuels dans le bilan de compétences et qui le sont de manière très facile dans le conseil en évolution professionnelle. Les objectifs, ben voilà, hein, on peut y aller en amont d'une VE, mais peut-être pour plus se cibler, pour être guidé dans j'ai envie de faire une VE, mais je sais pas vers qui me retourner. J'ai envie de faire une VE, mais je sais pas trop, j'hésite entre deux diplômes. Un conseiller en évolution professionnelle peut répondre à ça. Alors que par exemple pour le bilan, la VE, faire un bilan avant une VE, c'est pertinent pour plutôt développer ou avoir un portefeuille de compétences que peut-être ne fera pas le conseil en évolution professionnelle. Donc on le voit, hein, il y a quand même, bien qu'ils répondent à des choses qui sont très en lien avec le parcours professionnel et la suite à donner à ce parcours-là, on est sur des conseils à géométrie variable et à niveau de conseil variable. Le conseil d'évolution professionnelle, encore une fois, dernière chose, peut être tout à fait pertinent en amont d'un bilan de compétences. C'est-à-dire que le conseiller peut vous dire, bah, écoutez, ou peut dire à votre salarié, écoutez, je pense que là, par rapport à votre questionnement, il serait plus pertinent de faire un bilan de compétences. Et soyez très à l'aise avec ça. Hein. C'est pas parce que le conseiller en évolution professionnelle est mauvais, c'est au contraire parce qu'il connaît sa limite et qu'il sait qu'un bilan sera plus approprié. Donc voilà, je dirais que les deux sont parfois complémentaires, qui peuvent être plus pertinents dans un cas comme dans l'autre. L'idée, c'est de pouvoir en parler et de pouvoir discuter avec des professionnels sur le sujet. La logistique du conseil en évolution professionnelle, Caro. Merci, Caro. Là, on le voit, hein, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Je vais passer très vite dessus. On souhaite mobiliser un conseil en évolution professionnelle. On va vers la structure qui est habilitée pour le faire. Alors, ça peut être l'APEC, plutôt pour les profils cadres, ou les structures habilitées plutôt pour les profils hors cadre. On vous donnera en fin de webinaire tous les liens qui vont vous aider pour vous guider sur ces sujets-là. Voilà, on a un premier entretien, on appelle la plateforme, il y a un rendez-vous qui peut être encore une fois physique ou téléphonique, il y a un échange. Quel est l'objectif du bilan? Il y a un échange qui est fait et il y a une synthèse qui est rendue. Donc, hypothèse 1, on est redirigé vers un bilan de compétences, on le voit sur la slide. Hypothèse 2, on a fait le choix de la formation et on vous rapproche vers un centre qui va vous accompagner sur la VAE. Hypothèse 3, il y a besoin d'un entretien complémentaire et on vous reroute, on vous recale à un entretien avec le conseiller en évolution professionnelle, entretien 2, entretien 3, etc. Il y a une remise de synthèse finale après chaque conseil en évolution professionnelle. Il me semble avoir tout dit. Il y a des questions, Céline? Du coup, est-ce que la logistique… J'ai toujours le même problème, je ne vois pas l'ensemble des questions. Donc, peut-être voir avec le service. Comme l'a dit si justement Caroline, dans un webinaire, pardon Céline, je te coupe, ce sont les aléas du direct, c'est ça? Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir m'en rerouter quelques-unes, même par téléphone, répondre au moins à quelques-unes. Et dans tous les cas, vous aurez les réponses écrites à la fin, hein. Aucun souci. Ok, donc désolé hein, pour ce petit contretemps. Voilà, donc BDC ou CEP, hein, on a grosso modo la réponse. Encore une fois, hein, dans le bilan, on a des conditions d'éligibilité. Dans le CEP, on n'en a pas. Le premier rendez-vous est gratuit et après le bilan de compétences est financé. Dans le CEP, on a de la gratuité totale. On a 3 phases distinctes. Dans le CEP, c'est à géométrie variable et puis on va avoir des organismes prestataires d'un côté pour le bilan de compétences et puis des organismes sélectionnés et habilités, soit par décret, soit par appel d'offres. C'est ce qui fait en général la différence entre le bilan de compétences et ou le CEP. Donc Céline, je sais que le bilan de compétences peut être financé par le CPF. Oui, et il me semble que tu pourrais nous en parler un petit peu plus. Oui.
Alors le CPF, je pense que là, l'idée, c'est pas de reprendre tous les éléments du CPF, hein, on en a parlé, reparlé, je pense que tout le monde a plus ou moins les éléments en tête. L'idée, c'était de refaire aussi un petit point sur, comme tu l'as dit en introduction, hein, le CPF, on entend par CPF, compte personnel de formation. Et l'idée, c'est que le législateur, et notamment notre ministre du Travail, a voulu rendre vraiment beaucoup plus accessible ce dispositif. Alors, à travers plusieurs choses. La première, c'est que maintenant, on a un interlocuteur unique, hein, on est le seul interlocuteur, c'est la Caisse des dépôts et consignations, hein, maintenant qui gère ce dispositif. L'idée, c'était d'enlever les intermédiaires, hein, donc qui étaient les OPCO, OPCA auparavant. Donc maintenant, les salariés qui mobilisent leurs compteurs n'ont qu'un interlocuteur, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Deuxièmement, on supprime les listes aussi. Alors pour ceux qui ont connu les anciennes listes, hein, les listes régionales, les listes nationales, les listes de branches, hein, on avait un petit peu de mal à lire un petit peu toute l'offre de formation par rapport aux listes. Maintenant, tous les salariés en France ont accès aux mêmes formations, peu importe, hein, leur lieu géographique et leur secteur d'activité. Donc ça, c'est une chose supplémentaire. Donc l'idée, ça a vraiment été de rendre plus accessible ce dispositif à travers notamment aussi la monétisation du compte, hein. Donc ça, tout le monde a pu le découvrir aussi sur un compte qui s'est maintenant monétisé. On ne parle plus en termes d'heures. C'est vrai qu'auparavant, les heures, ça parlait pas forcément beaucoup, hein, aux salariés puisqu'il fallait les convertir en un taux horaire qui était différent aussi d'un OPCA, OPCO à l'autre. Donc là, l'idée, c'était vraiment de dépoussiérer un petit peu le dispositif et de le rendre un petit peu plus accessible à tout le monde. Il y a aussi la nouvelle application qui est sortie, donc ça aussi, ça permet d'avoir une visibilité un petit peu plus grande sur ce dispositif et voilà, que ce soit plus un dispositif qu'on mobilise. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai une idée peut-être de formation, ah, bah, je sors mon portable, je regarde combien j'ai sur mon application et je peux voir directement à combien j'ai droit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et la grande nouveauté aussi, c'est de rendre visible l'offre de formation. Et ça, c'est vraiment un avantage et également pour vous, parce que quand vous accompagnez vos salariés sur la recherche d'une formation, maintenant, l'application ou le site, hein, peu importe, vous permet d'avoir accès à toute l'offre de formation. Donc là, l'idée, c'est que les organismes de formation ont renseigné leur offre de formation sur la plateforme et comme ça, vous avez accès à un catalogue, donc à les prix qui sont renseignés et vous avez tous les programmes de formation ainsi que le détail des organismes de formation. Et ça, il faut le rappeler, ce n'était pas le cas auparavant. Auparavant, il y avait juste la liste des formations, mais il n'y avait pas forcément les organismes de formation. Et là, ça faisait une recherche supplémentaire qui n'était pas forcément facile pour trouver quel organisme de formation faisait telle formation. Il fallait rechercher par code, etc. Donc, c'était vraiment pas évident. Donc là, maintenant, alors Caroline, s'il te plaît, sur la slide suivante, sur l'idée de pouvoir accéder à la recherche de formation, là, vous allez pouvoir aussi aider vos collaborateurs à faire cette recherche de formation qui est maintenant beaucoup plus lisible. Juste petite parenthèse, vous aussi, en tant que RH, ça peut être aussi une solution pour vous, au-delà de l'utilisation du CPF, pour trouver une formation qui peut être peut-être adaptée à un projet. Ça peut être intéressant pour vous aussi d'avoir un vivier de recherche à travers le CPF. Donc ça, c'était aussi petite parenthèse pour vous. Donc l'idée de la recherche, c'est qu'avec la saisie d'un mot-clé ou d'un code postal, on peut avoir accès à un certain nombre de formations que les organismes de formation auraient renseignées sur la plateforme. L'affichage se fait de façon aléatoire, il n'y a pas de, c'est-à-dire que si vous refaites une recherche 2 minutes après, ce ne sera pas forcément les mêmes organismes qui vont ressortir en premier, donc ça, évidemment, dans un souci d'équité. Vous pouvez évidemment faire des choix par filtre et vous pouvez aussi trier, donc par niveau de sortie, par lieu géographique, par prix aussi. Donc vous avez, comme je vous le disais, des prix catalogues qui sont aussi affichés sur la plateforme. La plateforme aussi a mis en place la présentation des métiers qui recrutent. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors ça va être amené à être un petit peu développé. Là, c'était vraiment la première version de l'application. Donc elle va être amenée à être énormément modifié par la suite et enrichi avec un certain nombre d'informations, mais il y a déjà une première présentation des métiers qui recrutent, donc ça peut aussi donner des idées. Vous avez la possibilité de retrouver donc une formation par QR code ou URL. Donc ça, c'est intéressant quand vous prenez contact avec un organisme de formation, parce
qu'on ne passe pas forcément d'abord par le CPF. Parfois, on peut rechercher, et c'est l'idée de rechercher une formation, de trouver un organisme de formation, et c'est après où on se demande comment on va le financer. Et ça peut être le cas, ça peut être le CPF qui peut être utile pour financer ce projet-là. Et dans ce cas-là, l'organisme de formation peut vous donner un QR code et c'est beaucoup plus simple pour retrouver la formation. Donc là, je sais qu'il y a eu des petits couacs sur la plateforme, sur le référencement des organismes de formation. Donc tout ça est en train d'être géré par la Caisse des dépôts pour arriver à une recherche qui soit totalement lisible. Mais c'est déjà vraiment une nette avancée pour la recherche de formation dans ce cadre-là. Point de vigilance vraiment sur les conditions générales d'utilisation. Et ça, c'est vraiment important de responsabiliser vos collaborateurs quand ils passent par une formation qui est financée par le CPF. Ils acceptent des conditions générales d'utilisation. Et ça, on est dans un degré de plus dans la responsabilité des acteurs, parce que quand on accepte ces conditions générales d'utilisation, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que s'il y a des annulations de formation, si on annule moins de 7 jours avant le début de la formation, il y a forcément derrière des conséquences et le collaborateur peut se retrouver avec l'ensemble de son compteur CPF qui sera capté, même s'il n'a pas fait la formation, parce qu'il n'a pas annulé dans les temps. Donc tout ça, c'est vraiment important de pouvoir bien sensibiliser vos collaborateurs sur cette notion-là, parce que voilà, il y en a qui peuvent se retrouver surpris de pouvoir voir tous leurs compteurs avoir été captés alors qu'ils n'ont pas fait la formation. Donc il y a évidemment des cas particuliers, des cas de force majeure, si c'est le collaborateur qui annule la formation ou si c'est le cas de l'organisme de formation. Enfin voilà, il y a un certain nombre de cas, donc je vous invite vraiment à bien regarder les conditions générales d'utilisation parce que ça engage beaucoup le collaborateur qui, quand il valide, ça fait l'objet en fait d'une convention avec l'organisme de formation. Donc vraiment attention à ça. C'est un avantage de la dématérialisation, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Mais par contre, les engagements sont les mêmes qu'à l'écrit, mais ils sont peut-être pas pas forcément aussi visibles. Donc vraiment attention à ça. Céline, oui. Pardon, Céline, non, je me permets de dire, en fait, par rapport à ce que tu dis, je crois qu'il est important de dire aux salariés qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Donc ça, c'est l'idée. On revient sur l'idée de toute façon principale de responsabiliser les acteurs et c'est pas uniquement l'entreprise, c'est aussi les salariés. Et vraiment, maintenant, on est dans une logique de co-construction et la responsabilité aussi, elle vient des deux parties. Tout à fait. Tout à fait. Et donc l'idée, quand vous avez donc un collaborateur qui souhaite monter un projet avec son CPF, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'abonder ce compteur. Alors, cette possibilité, elle sera accessible à partir de juin 2020, donc à la fin du mois de juin. Alors ça, c'est les dernières infos qu'on a eues. Peut-être qu'avec la situation actuelle, il y aura des décalages de date. En tout cas, c'était dans les tuyaux et prévu pour juin. On verra si la Caisse des dépôts décale ou pas cette possibilité. Mais en tout cas, c'était accessible. Ce sera accessible normalement au mois de juin. Et l'idée, c'est que vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de faire une dotation ou de faire un abondement. L'idée de la dotation, c'est que en fait, vous versez un fonds sur le compteur du collaborateur, mais qui n'est pas forcément en lien avec un projet de formation. Contrairement à l'abondement, où en fait le collaborateur vient vous voir, il vous dit bah voilà, moi j'ai un projet de formation, il est en lien avec la stratégie d'entreprise. Vous acceptez effectivement de cofinancer ce projet avec le collaborateur, et l'idée c'est que vous vous abondez, mais par rapport à ce projet précis. Que ce soit l'abondement ou la dotation, ils se feront à travers le portail Net Entreprise. Donc il sera normalement, voilà, il y aura un lien direct vers la plateforme à partir du mois de juin. Et en fait, l'idée pour vous par rapport au CPF, et ça c'est important de le savoir, c'est que moi quand je vais rencontrer les entreprises, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui me disent bah voilà, maintenant le CPF c'est individuel, c'est le collaborateur qui décide, moi je m'en occupe pas. Et ça, c'est dommage parce que même si effectivement le collaborateur a le dernier mot, vous le savez, vous ne pouvez pas obliger un collaborateur à mobiliser ses heures de, enfin, lapsus, son compteur CPF pour financer une formation. Pour autant, ça ne vous empêche pas de pouvoir mettre en place une politique CPF dans votre entreprise.
Vous pouvez éventuellement passer par la mise en place d'accords d'entreprise. Là, l'idée, on est vraiment dans améliorer et consolider le dialogue social, hein. Donc, ça peut être mettre en place un accord d'entreprise sur un profil, sur un métier, de dire, bah voilà, tous ceux qui sont consultants juniors, qui passent consultants seniors, par exemple, bah, on leur rajoute un montant CPF sur leur compteur pour un profil en particulier. Pour tous ceux qui veulent faire des formations en gestion de projet, eh ben, on précise dans l'accord d'entreprise qu'on abondera le compteur CPF. Donc voilà, on peut aller jusqu'à l'accord d'entreprise, c'est pas une obligation, et après on peut faire évidemment au cas par cas. Mais l'idée vraiment de cette politique CPF, c'est de pouvoir aussi faire coïncider entre la remontée des besoins des collaborateurs que vous avez dans l'entreprise et votre stratégie d'entreprise, quand ça coïncide, de pouvoir mettre en place du coup une formation qui est financée à la fois par le CPF du collaborateur et à la fois par l'entreprise. Alors, quand on parle de projet de co-construction, c'est pas forcément mettre de l'argent, c'est-à-dire que le collaborateur, il pourrait tout à fait avoir suffisamment sur ce compteur CPF. L'idée, c'est de pouvoir aussi favoriser les formations sur le temps de travail. Ça aussi, c'est un investissement de l'entreprise. C'est vrai qu'on oublie parfois en se disant, bah voilà, moi, je veux pas mettre d'argent dedans, je veux pas abonder financièrement, mais pour autant, rien ne vous empêche aussi de valider des projets de formation qui peuvent se faire sur le temps de travail. D'accord? Vous avez aussi, Céline, tu en parlais tout à l'heure, l'idée dans les entretiens professionnels, vous avez aussi cette mission d'accompagner les collaborateurs dans cet entretien professionnel et aussi de les guider sur bah, la transformation de leur emploi qui va avoir lieu dans les prochaines années, de pouvoir le guider aussi sur les promotions internes qui peuvent solliciter également. Et l'idée, c'est de faire coïncider tous ces projets de formation avec la stratégie d'entreprise pour qu'on retrouve une relation gagnant-gagnant et de pouvoir dire, OK, bah là, par exemple, plutôt que de dire, moi, j'ai un budget formation, par exemple, cette année, je ne pourrais pas valider tous les projets de formation, de dire aux collaborateurs, bah, par exemple, tu as un projet, il est en lien avec la stratégie d'entreprise, et bah, plutôt que de dire, bah, peut-être plutôt l'année prochaine, parce que là, aujourd'hui, je n'ai pas les fonds nécessaires, de dire, voilà, on est dans une relation gagnant-gagnant, tu utilises ton CPF, et moi, par exemple, en tant qu'entreprise, ben, je peux abonder ou je peux valider sur le temps de travail. Donc, comme je le disais, même si le dernier mot va au collaborateur, il peut aussi très bien l'utiliser hors temps de travail, et ça, on n'est pas dans un projet de co-construction. Mais dans le cas de projet de co-construction, on peut tout à fait pouvoir accompagner les collaborateurs dans ces projets-là de formation. Donc ça, c'est vraiment important de le garder en tête et de développer surtout cette relation donc, de gagnant-gagnant. On est vraiment dans cette logique-là. Pareil, vous pourriez aussi décider de mettre à disposition des collaborateurs sur vos métiers à vous un catalogue de formations sur des formations éligibles au CPF, par exemple. L'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité sur comment utiliser son CPF. Il y a aujourd'hui encore beaucoup de collaborateurs, alors déjà qui ne savent pas qu'ils ont un compteur CPF et qui ne savent pas du tout non plus aussi comment mobiliser ce compteur et quelles formations sont accessibles dans le cadre du CPF. Donc ça peut être vraiment intéressant pour vous de pouvoir accompagner vos collaborateurs sur comment se saisir de ce dispositif-là. Le CPF, comme je vous le disais, c'est un dispositif qui est aux mains du collaborateur, mais il peut servir aussi de cofinancement et notamment dans le cadre du CPF de transition. Le CPF de transition, on en a aussi pas mal entendu parler avec cette réforme qu'on appelle aussi projet de transition professionnelle, hein. On est sur les deux champs lexicaux. Et l'idée, en fait, de ce projet de transition professionnelle, on est sur les mêmes conditions que le congé individuel de formation. Caroline, je veux bien que tu passes à la slide d'après, s'il te plaît. Merci. Donc sur cette partie projet de transition professionnelle, on se cale un petit peu sur ce que faisait le congé individuel de formation. Et sur ce congé individuel de formation, on reprend un petit peu les mêmes éléments, c'est-à-dire que les conditions d'accès sont les mêmes pour le projet de transition professionnelle. Voilà, avoir 2 ans d'ancienneté, avoir 2 ans pardon, d'expérience professionnelle, dont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. On est sur la même logique. L'idée, c'est de déposer un dossier auprès des commissions paritaires, interprofessionnelles régionales, ce qu'on appelle les CEPIR, ou on appelle aussi ça les associations de projets de transition professionnelle. Voilà, mais on est dans la même logique, c'est toujours une commission paritaire qui prend la décision sur le financement de ce dispositif-là.
Pour rappel, ce dispositif, on le mobilise surtout dans le cadre de reconversion professionnelle ou alors d'évolution, mais on priorise quand même surtout la reconversion professionnelle. Donc l'idée, c'est que c'est la même logique, on est sur un dossier à déposer, on a une autorisation d'absence à faire auprès de son employeur, donc là on est sur la même logique aussi que le congé individuel de formation. Je vous le rappelle, vous n'avez pas possibilité de refuser une autorisation d'absence, mais uniquement de la reporter. D'accord? Donc, dans les 9 mois maximum, on est toujours là aussi sur les mêmes logiques que le congé individuel de formation. Quand vous déposez un dossier, on vous demande aussi un positionnement préalable, pardon. Donc, c'est-à-dire que l'organisme de formation que vous aurez sélectionné va faire avec le collaborateur, du coup, un état de lieu de ses connaissances acquises et de ses compétences et savoirs transférables et à acquérir. L'idée, c'est toujours de valider la pertinence entre le choix de la formation par rapport au projet. Il y a toujours des priorités de financement. Donc là aussi, on retrouve la même chose que sur le congé individuel de formation. On est toujours sur des logiques on va prioriser les personnes âgées de 45 ans et plus, les personnes qui ont un grand nombre d'expériences professionnelles, les personnes qui sont dans des petites entreprises, les personnes qui ont un niveau inférieur ou égal au baccalauréat. Tout ça, ce sont des priorités de financement. Ça ne veut pas dire que si vous ne rentrez pas dans ces conditions, vous n'allez pas être financé. D'accord? Vous le savez, hein, les commissions ne peuvent pas financer l'ensemble des projets. Ce qui va être important, du coup, c'est surtout la notion de projet. Juste sur le financement, avant de rentrer dans le détail du projet, le financement, la nouveauté par rapport au congé individuel de formation, c'est qu'au niveau de ce financement, il y aura forcément une captation du compteur CPF. C'est-à-dire que si le dossier est accepté, il y aura forcément un financement du compteur CPF, donc toute la totalité du compteur va être captée et ensuite la commission paritaire va engager les frais supplémentaires sur le reste à charge. Mais ça, c'est une nouveauté par rapport au congé individuel de formation. Et s'il fallait retenir qu'une chose sur ce sur ce projet de transition professionnelle, pardon, c'est la notion de projet. Le projet, il faut qu'il soit réaliste, d'accord? Et le collaborateur, quand il va déposer son dossier, on va lui demander de bien faire état de son projet. Donc, qu'est-ce qu'un projet? L'idée du projet, c'est d'abord de décrire un petit peu sa situation actuelle. Voilà, qu'est-ce qu'il fait dans l'entreprise? Quelles sont ses missions? Décrire un petit peu son secteur d'activité et surtout aujourd'hui, pourquoi il a envie de changer. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle aussi l'élément déclencheur. Est-ce que c'est parce qu'il ne se sent pas bien dans son entreprise? Est-ce que c'est un environnement de travail? Est-ce que c'est une mission particulière dans son emploi qui ne lui correspond plus? Ou est-ce que c'est vraiment, bah voilà, je trouve plus du tout de sens à ce que je fais aujourd'hui? Et ça, c'est important et je pense que c'est important aussi sur toute la partie, enfin pour tous le personnel qui sont dans les ressources humaines, parce que le collaborateur, alors soit il fait ça de son côté, et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément trop de lien avec le service RH, soit l'idée pour vous en tant que RH, c'est aussi de savoir poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un collaborateur qui aujourd'hui trouve plus de sens à ce qu'il fait et dans ce cadre-là, ok, on est sur une reconversion professionnelle, ou alors peut-être que c'est un repositionnement qui ferait dans l'entreprise, qui ferait que la personne, bah, du coup, retrouverait du sens à ce qu'elle fait aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir décorréler entre j'ai envie de changer de métier et je me sens pas bien aujourd'hui sur mon poste. On est vraiment sur deux logiques qui sont différentes et c'est ça qui va être très important dans la définition du projet. Donc vous, en tant qu'RH, peut-être que si c'est voilà, des conditions de travail ou peut-être un repositionnement à faire pour permettre aux collaborateurs de s'épanouir à nouveau dans son travail, et là, tout va être votre rôle. Ou alors, on part sur vraiment une reconversion professionnelle, et là, tout ça va être en lien avec le projet du collaborateur et on va garder vraiment une ligne de conduite sur la cohérence du projet. Donc cet élément déclencheur, il est vraiment très, très important. Puisqu'avec cet élément déclencheur, si je vous donne un exemple, si vous dites dans votre élément déclencheur, voilà, moi aujourd'hui je supporte plus le travail en équipe et que demain votre projet c'est d'être justement chef de projet, on va vous dire voilà, il y a une incohérence aujourd'hui là, le projet il n'est pas du tout cohérent. Au niveau du projet, bah, évidemment, il va falloir expliquer ce que vous avez envie de faire demain. Donc, parler du métier que vous envisagez, parler des avantages, parler des inconvénients, parler des conditions de travail, parler des horaires, parler des conditions de rémunération, tout ce que vous pouvez apporter sur le projet.
Là encore, on est toujours sur la ligne de conduite de la cohérence. Est-ce que aussi, on va vous demander de parler du marché de l'emploi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui recrute? Qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui sur, les annonces que vous pouvez voir? Si vous regardez, par exemple, sur chaque annonce, bah, très bien, on vous demande, tel niveau d'études, c'est ce que vous envisagez, très bien, mais derrière, à chaque fois, on vous demande, bah, il faut 5 ans minimum d'expérience professionnelle. On se retrouve confronté aussi à la cohérence du projet. Vous aurez la formation, mais vous n'aurez pas les 5 ans d'expérience professionnelle. Donc tout pardon, tout ça, ça permet de voir, et de mettre, en cohérence, le projet. Pareil, expliquer aussi toutes les recherches et les actions que vous avez mis en place pour avoir ces informations. Est-ce que vous avez fait des enquêtes métiers? Est-ce que vous êtes donc allé voir des professionnels? Qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire sur ce métier-là? Est-ce que vous avez fait des recherches sur des sites spécialisés? Vous pouvez aussi, et ça, j'invite aussi les salariés à le faire, à aller prendre des informations sur les observatoires des métiers des branches. Là aussi, ça donne un certain nombre d'informations sur, les référentiels d'activité. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et voilà, aussi, quelle va être ma démarche par la suite? À l'issue de mon projet, une fois que j'aurai ma formation, quel va être mon objectif à court, à moyen, à long terme? Est-ce que l'idée, c'est de dire, bah voilà, je mets mon projet tout de suite en œuvre? Est-ce que c'est une étape intermédiaire pour autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, je fais cette formation pour pouvoir trouver un emploi dans ce secteur-là, mais derrière, je sais que je développerai autre chose? C'est vraiment, voilà, pouvoir dire, bah, j'y ai réfléchi, je sais quel est mon plan à long terme, enfin à moyen, à court terme et à long terme. Donc ça, c'est important aussi. Pareil sur le secteur d'activité. Je vous donne un exemple, si vous souhaitez demain travailler dans l'aéronautique, et que vous déposez un dossier sur Paris, on va vous dire: «Bah, voilà, est-ce que vous envisagez peut-être de déménager?» parce que bon, on est plutôt sur, Bordeaux, Toulouse, sur ces secteurs-là. On est toujours dans la cohérence du projet. L'idée, c'est de donner un maximum d'informations pour prouver que le projet, il est cohérent, et il a des chances d'aller, jusqu'au bout. Au-delà de la commission qui va prendre la décision, qui va prendre, la décision d'investir, parce que quelque part, c'est un investissement, c'est aussi pour le collaborateur. L'idée, c'est pas de faire, voilà, 1 an de formation pour que derrière, il ne se passe rien et que la personne reste sur son poste de travail et ne change rien. Donc c'est vraiment pas l'idée. Et ça, et c'est dans les priorités de financement, comme tu le disais Céline tout à l'heure, d'où l'intérêt aussi de monter et de valider ce projet aussi avec un conseiller en évolution professionnelle ou lors d'un bilan, peu importe. Mais l'idée, c'est de bien, bien, bien travailler ce projet-là. Le choix de la formation évidemment, voilà. Pourquoi cette formation a été choisie? Est-ce qu'elle permet bien d'accéder, au métier visé? Pourquoi le choix de cet organisme de formation plutôt qu'un autre? Est-ce que vous avez bien envisagé toutes les possibilités? Peut-être, est-ce que vous avez, envisagé une réduction de parcours? Est-ce que vous avez envisagé une VAE éventuellement? Est-ce que vous avez envisagé de faire sa formation à distance? Voilà. L'idée, c'est de parler un maximum de votre projet de formation et évidemment les financements alternatifs. On a le projet de transition professionnelle. Est-ce qu'on a envisagé, bah, de mobiliser aussi, le plan de développement des compétences en co-construction avec l'entreprise, ses fonds propres, passer donc par une VAE, uniquement le CPF? Voilà, là, l'idée aussi, vous pouvez vous faire accompagner sur ce sujet-là par le conseil en évolution professionnelle, hein. Il est là aussi pour vous accompagner sur les financements. Mais l'idée vraiment, c'est de se dire, «J'ai un projet, est-ce qu'il est réaliste et réalisable?» C'est vraiment la question à se poser et vous en tant que pardon, vous en tant qu'RH, vous avez aussi ce rôle-là. Alors, comme je vous dis, ça dépend de l'objectif vraiment du collaborateur, mais peut-être que dans l'élément déclencheur, c'est là où vous avez peut-être tout votre rôle à jouer, et de savoir peut-être que voilà, faire un projet de transition professionnelle, ça ne changera pas forcément, l'objectif du collaborateur. Si l'élément déclencheur, on est plutôt sur un repositionnement dans l'entreprise. Donc toutes ces questions sont importantes, à se poser. Donc ça, c'était pour la partie CPF. Donc là aussi, Céline, je ne sais pas si tu as accès à des questions ou pas. Je suis Alors, désolée, moi, je ne les vois toujours pas. j'arrive à voir des bouts de questions. Alors, pardon, hein, j'ai quelques bribes de questions. Notamment, j'ai vu passer quelque chose comme, en fait, est-ce que c'est vraiment bon de dire que le salarié va quitter son entreprise? Et Euh, oui, alors, bah, du coup, en fait, ça dépend où on en est dans la réflexion. C'est-à-dire que oui, si le collaborateur il arrive avec son dossier à remplir, l'idée c'est d'expliquer aussi, bah voilà, moi aujourd'hui où j'en suis, voilà pourquoi j'ai envie de changer. Après, peut-être que justement, ce dossier-là va peut-être permettre une discussion, une ouverture avec les ressources humaines, justement sur ce point-là. Mais
dans tous les cas, l'entreprise, elle n'a pas d'intérêt à garder quelqu'un qui n'a pas envie de rester. Ça, c'est indéniable. Donc, à partir du moment où effectivement le collaborateur, il n'a plus envie de rester dans l'entreprise, voilà, ça ne sert à rien d'engager forcément des choses pour faire en sorte qu'il reste. Par contre, si on identifie que peut-être il a envie de changer parce que il n'y a pas d'évolution dans l'entreprise, peut-être que ça, c'était un manque de dialogue et aussi un manque de visibilité de l'entreprise pour le collaborateur, pour qu'il puisse effectivement se projeter dans l'entreprise. Donc, Ouais. voilà, tout dépend aussi de l'objectif, mais je pense que dans tous les cas, ça crée forcément à un moment donné du dialogue avec entre l'entreprise et le collaborateur. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, quel est le motif aujourd'hui qui fait que vous avez envie de changer? On peut y faire quelque chose et peut-être travailler ensemble, ou peut-être que oui, dans votre optique, là, on est plutôt dans retrouver du sens dans un autre métier. Et là, du coup, on vous laisse faire effectivement votre projet. Et libre à chacun chacun dans l'entreprise de dire voilà, moi j'accompagne mon collaborateur, même si derrière je sais qu'il va quitter l'entreprise. Voilà, ça fait aussi partie des missions des RH, hein, de pouvoir accompagner aussi leurs collaborateurs. On est toujours dans cette notion de développement de l'employabilité, hein. Donc l'employabilité, c'est en interne dans l'entreprise, mais aussi à l'externe, et aussi accompagner peut-être sur la notion de projet et accompagner son collaborateur dans l'élaboration de son dossier. Alors après Céline, je vais me permettre juste de rajouter parce qu'on voit le volet entreprise, mais pour le volet salarié, et ça, je pense que vous, RH, c'est aussi votre rôle de leur donner cette information-là, c'est que le projet, il doit être, tu le disais très justement, Céline, hein, réaliste et réalisable. Ça veut dire le salarié, il sait pourquoi il y va, il sait comment il y va, il sait ce qui l'attend, il connaît les données de l'entreprise ou du marché. Et en ce qui concerne le fait de dire ou pas dans la lettre, enfin dans le courrier d'accompagnement que vous allez donner pour le financement du CPF de transition professionnelle, parfois c'est vrai que c'est pas forcément bien vu de dire je vais rester dans mon entreprise, mais je demande à un tiers de financer, parce que on pourrait dire écoutez, si le projet est un projet dans l'entreprise pour l'entreprise, c'est quand même un petit peu à l'entreprise de financer. Donc point de vigilance avec ça. Le salarié doit être très au clair avec ça et vous devez être très au clair avec ça. C'est un CPF de transition, ça sous-entendrait que le projet est en externe de l'entreprise. Et dans ce cas-là, le salarié, il est meilleur qu'il le dise dans son courrier d'accompagnement, qu'il explique que c'est vraiment un positionnement en dehors de l'entreprise parce que le métier n'existe pas dans l'entreprise ou parce que c'est une toute petite entreprise et que du coup, il n'y a pas cette possibilité d'évolution, ça arrive parfois, hein, et que le salarié le dise. Et dans cette hypothèse, c'est ce que tu disais très justement, Céline, hein, c'est aussi de dire, je suis au courant de ça et je connais le marché et voilà pourquoi je me positionne de cette façon-là. Donc, encore une fois, c'est le voir avec des lunettes différentes en fonction de l'objectif de départ et puis l'objectif d'arrivée finalement, hein, et d'expliquer clairement les choses sur quelque chose qui est effectivement réaliste et réalisable. Merci pour du coup les compléments d'information, Céline. Donc petit tableau voilà récapitulatif sur CPF et CPF de transition. Alors le CPF après, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, hein, que ce soit sur le temps de travail, hors temps de travail, pour un projet personnel, pour un projet co-construit. L'idée et l'avantage aussi du CPF, c'est qu'on peut vraiment financer aussi et faire des actions par bloc de compétences. L'idée, c'est de dire voilà, je tends vers la certification, mais je fais un bloc cette année, je fais un bloc l'année prochaine. L'idée, c'est de pouvoir vraiment construire aussi son diplôme à travers les différents blocs de compétences. Le CPF de transition, on est vraiment sur des formations métiers, puisqu'on est plutôt dans la logique de reconversion, alors que le CPF, on peut être aussi dans la logique compétence, hein. On peut faire des formations, je dis n'importe quoi, sur les bureautiques, les langues, où on est plutôt sur la compétence et pas forcément du métier. Je le disais, le CPF, on peut le co-construire avec l'entreprise. Ça peut être aussi un projet individuel, hein, et hors temps de travail, mais on peut aussi l'envisager, comme je le disais tout à l'heure, en co-construction avec l'entreprise. Et le CPF de transition, voilà, on est plutôt sur un projet personnel de reconversion, même si on peut être accompagné par l'entreprise, mais on est vraiment sur deux dispositifs et deux logiques distinctes. Le CPF peut se faire sur le temps de travail, hors temps de travail, alors que le CPF de transition, on est vraiment sur un congé de formation, hein, donc on n'a pas on est vraiment sur une logique là encore très différente. L'autorisation d'absence, voilà, obligatoire si on est sur le temps de travail, si on est sur le CPF, et obligatoire dans tous les cas pour le CPF de transition pour pouvoir s'absenter de son poste de travail.
possibilité de refus de l'employeur sur le temps de travail. Sur le CPF, vous avez toute la latitude pour refuser que le collaborateur fasse cette formation sur le temps de travail, alors que pour le CPF de transition, je le disais tout à l'heure, on est plutôt sur une possibilité de report, mais pas, vous n'avez pas le droit de refuser une demande de congé de formation. Pour le CPF, on peut le mobiliser à tout moment, en fonction du crédit évidemment qu'on a sur son compteur. Alors pour le CPF de transition, il faut des conditions d'éligibilité, j'en parlais tout à l'heure, sur les 2 ans minimum d'expérience professionnelle. On vous a remis les liens sur les deux sites. Alors, le CPF, c'est national. Pour le CPF de transition, là, on vous a mis celui de l'Île-de-France. Mais évidemment, le CPF de transition, je le rappelle, c'est une commission paritaire qui est différente d'une région à l'autre. Donc, c'est vraiment un système comme l'était un petit peu les fonds GESIF auparavant. Il y avait un fonds GESIF par région. Là, il y a vraiment une commission de transition pro par région également. Donc, on vous a mis celui de l'Île-de-France, mais évidemment, il y en aura d'autres. Et donc, du coup, Céline, je parlais tout à l'heure, alors je ne sais pas, pareil, s'il y a des questions, si tu as des Oui, questions. alors j'essaie de regarder, mais vraiment, c'est tellement écrit en petit que c'est très compliqué. On me dit, par exemple, le CPF a-t-il une durée dans le temps? Alors, une durée dans le temps, alors, Je peur peut-être peut-être de pas clarifier la question, mais la question. L'idée, c'est que le CPF, il est accessible dès qu'on commence à travailler. Du coup, on cumule des euros sur le CPF et il est après accessible tout au long de la vie professionnelle. tout au long Là de la aussi, vie, hein. c'est la D'accord. grosse différence avec le DIF, qui était rattaché à un contrat de travail, je le rappelle. Maintenant, peu importe sa situation, à partir du moment où on a un crédit sur son compteur CPF, on peut le mobiliser, peu importe sa situation. Donc, je pense que c'était en Absolument. ça le sens de la question. Mais, On va mais supposer. effectivement, on peut le mobiliser à tout moment. Et, Donc, et, et oui, tu avais une autre question? pardon, non, 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 a priori non, enfin je n'en vois pas d'autres, mais il y en a certainement d'autres. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de la VAE, Céline, je crois, tout à l'heure, Oui, tout dans à fait. l'intervention CPF, et qu'on Ouais. pouvait financer la VAE par le CPF. Est-ce que Oui. tu pourrais, du coup, tu es parti sur ta lancée, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en termes Bien sûr. de contenu, et puis peut-être Ouais. j'ajouterais de la matière, Oui. dis-moi. Alors, du coup, sur la partie VAE, donc validation des acquis de l'expérience, donc sur les conditions d'accès. Alors, les conditions d'accès, elles ont été revues. Maintenant, on a la possibilité de faire une demande de validation des acquis à partir d'1 an d'expérience dans la formation visée. Alors, ça, c'est à prendre aussi avec des pincettes. C'est-à-dire que le minimum, effectivement, c'est 1 an d'expérience pour pouvoir prétendre à faire une validation des acquis de l'expérience. Alors ça, c'est sur le papier. Après, tout dépend du diplôme que vous voulez valider. Déjà, première chose, tous les diplômes ne sont pas accessibles en VAE. Ça, c'est important de le rappeler. La VAE n'est accessible que pour les titres et diplômes inscrits au RNCP. Ça aussi, je le précise, un répertoire national des certifications professionnelles. Et l'idée, c'est que, par exemple, si vous voulez demain faire valider votre expérience en tant qu'ingénieur, si vous avez qu'1 an d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur, on va dire c'est un petit peu léger pour faire valider son expérience. Donc 1 an, c'est vraiment le minimum, ça dépend du diplôme, mais les certificateurs se gardent le droit de pouvoir dire minimum, là, ça va être 2 ans, ça va être 3 ans, ça va être 4 ans. D'accord? Donc attention à ça. La loi prévoit 1 an minimum, mais ça dépend de la formation que vous souhaitez, du diplôme que vous souhaitez valider. Après, sur la possibilité de financement. Alors, là aussi, on a la possibilité de faire financer donc par son CPF, on le disait tout à l'heure. On a la possibilité de le faire financer aussi par les OPCO. Les OPCO, selon les branches professionnelles, peuvent financer la VAE, et notamment là dans le cadre exceptionnel avec le confinement aujourd'hui, il revient à l'ensemble des OPCO. Alors là aussi, ça dépend des branches, mais normalement, ils sont quand même largement incités à faciliter le financement de la VAE, et c'est aussi accessible avec les fonds FNE. Le FNE Formation, juste pour la petite parenthèse, peut financer de la VAE. Donc ça, je le rajoute aussi. Et du coup, concrètement, Céline, donc on parlait de la VAE. Concrètement, ça se passe comment une VAE? Alors une VAE, déjà, peut-être en introduction, parce que souvent on a aussi la question, finalement une validation des acquis de l'expérience, mais moi on me propose une VAP. Donc juste pour faire un petit aparté, parce que je pense que ça a son importance, la différence entre la validation des acquis professionnels et la validation des acquis de l'expérience.
En fait, la VAP, c'est pour une personne qui, par exemple, n'aurait pas le niveau d'entrée prérequis dans une formation. C'est la marche intermédiaire que la personne devra franchir. Elle devra prouver qu'elle a bien le niveau de départ de prérequis pour pouvoir intégrer la formation. Mais la VAP ne délivre pas de diplôme. C'est juste, on a besoin d'intégrer une école. On n'a pas de niveau au départ. Par exemple, on a un niveau bac+2, il demande niveau bac+3. On va faire une VAP. C'est une sorte de CV très détaillé ou parfois un entretien, ça dépend des organismes. Et puis, on va pouvoir intégrer le cursus de formation et puis poursuivre le cursus de formation et à la fin du cursus, valider le diplôme. Ça, c'est pour la VAP. Je pense que ça a son importance parce que la validation des acquis de l'expérience n'est pas du tout la même chose. La validation des acquis d'expérience, en fait, c'est quoi? On va considérer qu'une personne qui a travaillé, qui a eu divers emplois, divers même métiers dans sa vie, à un moment donné, souhaite par exemple avoir un diplôme. Je disais tout à l'heure, la France est une société à diplôme, et du coup, c'est important pour avoir cette reconnaissance professionnelle d'avoir le diplôme qui va bien avec son expérience. Donc la validation des acquis de l'expérience, elle permet ça. Elle dit, voilà une personne qui a travaillé un certain nombre d'années. Tu disais, et je suis assez d'accord avec toi, Céline, sur les 1 an d'expérience, parfois c'est parfois très léger. Voilà. Parfois il faut plus d'une année d'expérience parce que on a acquis des expériences dans un métier et puis acquis d'autres compétences dans un autre métier, puis on va pouvoir matcher les deux pour aller vers un diplôme. Donc la validation des acquis de l'expérience, elle dit, il y a une personne qui a travaillé tout au long de sa vie professionnelle ou une partie de sa vie professionnelle, elle a acquis des compétences. Et ces compétences-là correspondent à ce qu'on appelle un référentiel de diplôme, c'est-à-dire que, par exemple, on veut faire un BTS assistante de manager, par exemple, vous avez une assistante de direction qui est chez vous, et puis elle veut faire, elle a une expérience de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, et elle voudrait quand même valoriser son expérience. Le BTS assistante de manager est là ce qu'on appelle, dans son contenu, un référentiel de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a fait dans le cadre de la formation initiale ou qui a fait une formation dans le cadre de la formation continue a répondu, a acquis ses compétences et c'est par ce biais qu'il a validé son diplôme. Eh ben, on va mettre en lumière le parcours de la personne et ce qu'elle a acquis en faisant dans son travail et ce fameux référentiel de compétences, et puis on va voir si les deux sont en concordance. Alors, dans la logistique, comment ça se passe? La première démarche aussi, et là c'est le conseil que je vous donnerai, vous RH, si un salarié vient vers vous en disant voilà, je voudrais faire une validation des acquis de l'expérience, c'est aussi d'affiner un petit peu la motivation qu'a ce salarié sur cette validation des acquis, parce que c'est quand même quelque chose de très fastidieux, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement, et ça demande une prise de recul sur son savoir-faire qui est extrêmement fine, et on n'est pas tous en capacité de l'avoir, même quand on se fait accompagner. Donc l'idée c'est quel est l'objectif, hein? On garde systématiquement la notion d'objectif dans le bilan, dans le CEP, dans le CPF. Il y a qu'est-ce qu'on veut en faire derrière, parce que le qu'est-ce qu'on veut en faire derrière est important parce que ça génère la motivation et la capacité et l'énergie pour aller jusqu'au bout. Donc le conseil pour vous RH, c'est de dire quel est l'objectif de cette validation des acquis d'expérience et de les rerouter peut-être vers un conseiller en évolution professionnelle ou peut-être vers un bilan pour affiner ça. Donc la première démarche à faire, c'est de rencontrer peut-être un point information conseil. Pourquoi un point information conseil? Parce que le point information conseil, vous allez avoir certainement une réunion d'information collective qui va vous expliquer ce que c'est que la VAE. Voilà comment ça se passe. Il y a un livret 1, il y a un livret 2, il y a une validation au jury. Par rapport à votre parcours, nous, on va plutôt vous aiguiller sur tel diplôme, vous demandez celui-là, mais finalement, celui-là, c'est peut-être mieux. Donc, il y a un point information conseil. Ça, c'est la premier pas dans la démarche de VAE. C'est le premier pas qui fait que vous êtes déjà presque dans la démarche de VAE, ou parfois vous n'y allez pas parce que vous dites ah non, là vraiment par rapport à ce que j'ai entendu, vaut peut-être mieux que je fasse une formation, ou je fais une VAP pour intégrer telle formation. Et à partir de ce moment-là, on sort de la validation des acquis d'expérience. Si on y va, si on va sur une démarche de VAE, à ce moment-là, on va vous envoyer vers ce qu'on appelle la recevabilité. Et la recevabilité, elle passe par ce qu'on appelle le livret 1. Alors, un livret 1, c'est quoi? Un livret 1, je vais généraliser, parce que en fonction du diplôme que vous visez et en fonction de la structure dans laquelle vous allez passer cette validation des acquis d'expérience, chacun a sa façon de faire. Mais dans les grandes lignes,
Un livret 1, c'est quoi? C'est une sorte de CV très, très détaillé qui va commencer à montrer que vous avez bien l'expérience nécessaire à la validation des acquis de l'expérience pour pouvoir prétendre à la validation complète du diplôme. Donc, ça veut dire que vous allez montrer déjà par le biais de ce CV détaillé que vous avez les compétences pour aller peu ou prou vers ce diplôme. Donc, vous rendez ce fameux livret 1 et avec des preuves d'état civil, des preuves de diplôme, par exemple. Ça peut être aussi des certificats de travail qui montrent bien que l'expérience que vous donnez pour viser le diplôme existe bien dans la vraie vie. Vous allez avoir ensuite la recevabilité. L'organisme va vous dire, bah oui, nous, on pense qu'effectivement, le diplôme visé, c'est plutôt pertinent et on valide le fait que vous puissiez aller sur un BTS manager. Ou alors, on va dire, bah, votre parcours quand même par rapport à ce que vous nous dites, vous pourriez aller vers un BTS manager, mais ce serait plutôt une validation partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous délivrera pas le diplôme à la fin, mais on vous délivrera une partie des diplômes, la partie que vous maîtrisez, et puis il faudra aller vers l'acquisition des compétences complémentaires. Donc soit par le biais de la formation, soit par le biais d'une continuité d'apprentissage dans le cadre du travail, et puis que vous allez valider à nouveau à un moment donné pour compléter le diplôme et avoir la totalité du diplôme. On passe ensuite au livret 2. Et là, le livret 2, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il faut être très motivé. Donc, c'est entre 6 mois, 1 an. Plutôt 1 an d'ailleurs, souvent, parce que quand on le fait hors temps de travail, ben, ça demande du travail complémentaire. Un livret 2, c'est une sorte de mémoire. De mémoire que vous allez rédiger. C'est comme si vous aviez une caméra au-dessus de vous et qui va expliquer à la personne qui va lire ce fameux mémoire ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, quelles sont les connaissances que vous avez acquises quand vous avez fait cette expérience-là, ou comment vous l'avez acquise par le biais d'une formation que l'entreprise vous a financée, par exemple. Et vous allez rédiger, vous allez écrire, vous allez expliquer tout ce que vous savez faire et comment vous l'avez fait pour montrer au jury final que vous avez bien la concordance avec ce fameux référentiel de compétences qu'a le diplôme. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement alors compliqué. On est au sein de l'Opco Atlas, on a quand même des entreprises dont les profils sont quand même à niveau, pour la plupart, sur un niveau au moins bac+2, voire plus. Donc, ce sont des profils qui vont peut-être être très à l'aise dans l'écrit. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se faire accompagner sur la rédaction parce que, encore une fois, un œil extérieur est toujours très pertinent dans l'accompagnement pour vous dire, bah, à tel moment, voyez-vous, là, vous racontez ça, mais moi, j'ai pas tellement compris ce que vous racontez. Donc, peut-être, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et de vous faire formaliser les choses pour pouvoir mieux les écrire et pour pouvoir faire en sorte que votre livret 2 soit très explicite. Et puis que quand le jury va le recevoir, puisqu'à un moment donné, vous allez envoyer ce livret 2 à un jury, qui va le lire, qui va vérifier qu'on est bien en bonne adéquation avec le référentiel de départ et le diplôme que vous visiez, que ce que vous racontez est bien pertinent et que effectivement ça mériterait le diplôme. Et puis vous allez avoir la validation finale devant le jury. Et là, le jury, ce sont des professionnels du métier visé, du diplôme visé, qui va en fonction. Alors soit il peut y avoir dans un jury une partie pratique. Par exemple, je vois sur par exemple, des métiers plus en lien avec, par exemple, je sais pas, vous demandez un bac pro boulangerie, il va y avoir une partie pratique a fortiori, puisqu'on va voir si vous savez effectuer, je sais pas, faire des croissants, une baguette ou je ne sais quoi. Donc là, il va y avoir une partie pratique. Sinon, il va y avoir une validation devant un jury de professionnels et c'est plutôt, vous allez avoir peut-être soit un quiz avec une mise en situation d'une assistante BTS manager. Bah tiens, dans telle situation, vous feriez quoi? Et puis le jury peut vous proposer un élément écrit et peut vous proposer aussi une confrontation à l'oral avec des questions. Alors l'idée, évidemment, c'est pas d'emmener le salarié à l'abattoir. L'idée, c'est ça se passe en toute bienveillance. L'idée du jury, c'est de vraiment accompagner le salarié pour faire en sorte qu'il arrive à avoir son diplôme à un moment donné. Ce sera peut-être pas pour tout de suite parce que le jury sent qu'il n'est pas prêt ou parce que le livret 2 était pas assez complet. Mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, le salarié arrive à mener à bien son objectif. Est-ce que Céline, tu as des questions? Oui, j'ai quelques questions. Oui. J'en ai retrouvé quelques-unes. Ah, Alors, hop.
J'en ai une. Pour une reconversion professionnelle, vaut-il mieux conseiller un CPF ou une VAE? Euh, Alors, un CPF de transition, j'imagine, hein, Céline. oui, je pense, oui. J'ai presque envie de répondre, ça dépend de l'objectif, hein. Et puis ça dépend du salarié et de la motivation du salarié. Si le salarié n'est pas du tout à l'aise avec l'écrit, etc., la validation des acquis va être peut-être un petit peu compliquée. Ouais. Maintenant, si le salarié a toutes les compétences ou quasi qu'il a acquis dans le cadre du travail, refaire une formation ou alors peut-être mobiliser un CPF ou un CPF de transition. S'il y a un bloc pardon, de compétences à acquérir, peut-être mobiliser le CPF et puis de compléter avec la VAE peut être Mm. pertinent. Encore une fois, je pense que dans ces questions-là, ça vaut le coup de l'envoyer rencontrer un conseiller en évolution Mm. professionnelle, voire de faire un bilan en amont s'il est vraiment perdu, parce que c'est pas, il n'y a pas une façon de faire qui est bien. Il y en a plein. Il y a des outils qui sont à votre disposition, mais qui sont aussi à la disposition des salariés. Et puis il y a des salariés qui sont plus à l'aise avec une façon de faire qu'une autre. Donc ça Mm. mérite une réflexion à l'amont, en tout cas. Oui. J'ai eu aussi une question sur la VAE peut-elle être financée par le CPF de transition? Alors ça ça fait suite, je pense, à une ordonnance là qui est sortie. Alors j'ai un doute cette semaine ou fin de semaine dernière, je ne sais plus, sur cette possibilité effectivement de faire appel au CPF de transition pour financer de la VAE. Mais ça, je vous invite à appeler du coup l'association de transition pro de votre région pour s'en assurer, parce que là aussi chacun fonctionne régionalement. Donc je pense qu'effectivement c'est possible. Après, comme on est sur un cofinancement en général entre le CPF et le CPF de transition, je pense que ce sera quand même financé par le CPF. Et s'il y a du reste à charge, sûrement par la commission interprofessionnelle de transition professionnelle. Je suppose que C'est ça pas encore se passera définitif. comme ça. Mais ouais, Ouais. je vous invite là pour le coup à contacter les associations de transition pro de la région dans laquelle vous êtes pour voilà pour être sûr sur cette réponse-là, pardon. J'avais une autre question aussi alors sur la VAE. Alors attends, excuse-moi, parce que c'est écrit en très petit. Oui, j'ai pu le constater. Ouais, mais j'ai pas le début de la question. Alors, un manager qui soutient. Ah, pardon, excuse-moi, hein. Un manager qui soutient le projet de VAE de son collaborateur peut-il l'accompagner et l'aider dans la constitution de son livret 2? Pourquoi pas? Il y a pas une loi qui dit l'accompagnateur doit être un tiers externe, hein. Et il peut y avoir entre guillemets des accompagnateurs. Après, ce qui est peut-être un petit peu particulier dans le fait est-ce que le lien de subordination manager-manager va pas un petit peu, le manager a une vision de manager de la façon de faire du salarié, le salarié a sa vision lui-même de sa façon de faire. Donc parfois, ça peut créer une petite distorsion, mais pourquoi pas? Il y a pas d'interdit sur le sujet en tout cas, hein. Et ça peut être très pertinent en fonction de la relation, hein. Ok. Alors là, j'en avais une autre, mais c'était sur le CPF. Excusez-moi, je reprends les questions. Je pense qu'il y en a qui ont été posées déjà il y a un petit temps, mais je les vois, j'en profite. Les formations CPF sont-elles réellement prises en charge financièrement par la Caisse des dépôts? Alors ça, je sais qu'il y a eu des couacs au début de l'ouverture sur la plateforme Ouais. pour les organismes de formation. Je sais qu'il y a eu des organismes qui ont pu renseigner des formations qui n'étaient pas forcément éligibles au CPF. Alors la Caisse des dépôts, ça fait déjà un petit moment, je pense que du coup je pense que ça a été réglé, je suppose. Après, je ne peux pas aller éplucher toutes les formations qu'il y a sur la plateforme, mais je pense qu'une bonne partie a été enlevée ou en tout cas sécurisée sur le fait que ce soit bien éligible au CPF. Mais il se peut quand même qu'il en reste peut-être quelques-unes qui aient pu s'enregistrer alors qu'elles n'étaient pas éligibles au CPF. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont passées au travers. Donc, par prudence, vérifiez toujours auprès de l'organisme de formation si la formation elle est bien éligible au CPF, si elle a bien du coup soit elle est bien enregistrée soit au RNCP, soit au répertoire spécifique. Donc, voilà, pour qu'on soit sûr que derrière il n'y ait pas de mauvaises surprises. Je Est-ce que défile tu pour vois voir si je d'autres, vois ouais, autre chose. Alors, j'ai le format du livret 2 est-il normé, défini OF par OF? ah,
Bonne question, merci. Je sais pas qui l'a posé, mais merci. Ça dépend. Il y a des livrets d'eux qui, vous allez avoir des organismes ou des écoles ou des centres de formation qui vont vous dire, nous, le livret d'eux, il est normé et vous ajoutez, vous, ça peut être des certificats, des photos, tout ce que vous jugez bon de mettre dans le livret d'eux. Et puis, vous allez avoir d'autres structures qui vous laissent complètement libre cours à votre imagination. Alors évidemment, hein, on est d'accord que c'est pas un book artistique. Il faut rester à visée professionnelle, il faut faire attention à la présentation, essayer de faire en sorte que ce soit très lisible. Hein, c'est comme un mémoire, quand vous rendez un mémoire après un master 2 par exemple. Hein, plus vous allez simplifier la lecture, et mieux ça vaudra pour tout le monde, y compris pour le jury qui va apprécier cette organisation et puis peut-être même qui va montrer que vous êtes une personne organisée et ça aura une importance, ça aura de l'importance dans le diplôme que vous visez. Donc pourquoi pas. Donc ça dépend. En fait, ça dépend des écoles. Vous allez avoir des écoles qui effectivement vont vous donner une sorte de trame. Et il faudra suivre la trame, et d'autres qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est à géométrie variable aussi. Ok. Eh bien, merci pour tes réponses, Céline. Je pense que là, du coup, on arrive à la On fin. va Je ne à vois la pas fin. d'autres questions. Je suis désolée. Il doit y en avoir d'autres, mais vous inquiétez pas, on va bien vous envoyer le question-réponse hein, à l'issue du webinaire, donc pas d'inquiétude. Donc oui, petit focus sur différents liens qu'on a décidé de vous mettre aussi sur la présentation. Donc on refait un point évidemment sur les annuaires donc de centres de bilan de compétences hein, sur lesquels vous pouvez retrouver les centres de bilan. Juste pour rappel, hein, les bilans avant devaient avoir une habilitation notamment par les OPACIF, hein, ce n'est plus le cas maintenant. Donc vous Ouais. pouvez sélectionner hein, le centre de bilan que vous souhaitez. Hein. Donc, comme l'a dit Céline, on recommande toujours de contacter plusieurs centres de bilan afin de faire votre choix pour entamer cette démarche-là. Les opérateurs CEP, tu en parlais aussi Céline tout à l'heure, hein, donc pour les cadres, on sera plutôt sur l'APEC et pour les hors cadres, on sera donc suivant la région un organisme différent. Donc pour celui de l'Île-de-France, hein, c'est l'organisme Tingari hein, qui a remporté l'appel d'offres. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur voilà, mon-cep.org pour connaître le nom et les coordonnées de votre opérateur CEP. Travailler son projet, voilà, donc là aussi on vous a mis des liens, notamment le site vers l'APEC aussi, et sur les associations de transition professionnelle qui vous mettent aussi à disposition un certain nombre de fiches outils pour vous aider à construire votre projet, les bonnes questions à se poser, donc n'hésitez pas aussi à vous y rendre. Et ensuite, Caroline, s'il te plaît, sur la deuxième page, sur la partie CPF de transition. Donc, on vous a remis le lien sur la plateforme CPF, sur les métiers qui recrutent, sur aussi comment bien choisir son organisme de formation. Ça, c'est important aussi parce qu'au-delà de la formation, plusieurs organismes peuvent proposer cette formation. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser? Voilà, quelles sont les conditions de réussite? Quelles sont les modalités pédagogiques, etc. Donc, pour bien choisir son organisme de formation, les documents à télécharger, donc là aussi sur les sites des associations de transition professionnelle pour vous aider à construire votre projet. On vous a mis aussi un petit focus sur où trouver un centre de formation. Donc là aussi sur un certain nombre de sites internet, parce que c'est la difficulté aussi, pareil, hein, une fois qu'on a trouvé sa formation, de bien trouver son organisme de formation. Donc on vous a mis quelques petits liens qui ne sont pas du tout exhaustifs évidemment, hein, je le précise. Et voilà le lien sur la VAE où vous avez tous les essentiels sur la partie VAE. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Donc, encore navré pour les questions. On répondra tout à l'écrit, évidemment, si on en a raté un certain nombre. Excusez-nous, du coup, pour ce petit couac technique. En tout cas, comme je le disais en introduction, hein, le LOPCO Atlas reste mobilisé même en cette période compliquée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. L'idée, c'est qu'on remplace donc nos réunions d'information collective par un certain nombre de webinaires comme aujourd'hui. Nous en avons un autre demain sur la partie qualité, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Rendez-vous aussi sur notre site internet, vous avez énormément d'informations, donc sur toutes les formations à distance notamment, sur des informations sur l'activité partielle, sur le FNE formation aussi. Donc n'hésitez pas à nous contacter dans ce contexte-là. Donc, alors peut-être oui. Un petit mot de la fin, peut-être Céline, je dirais que voilà, on espère quand même, je sais que tu partages ce sentiment avec moi, Céline, donc je vais me permettre de parler en notre nom. On espère que ce webinaire vous a été utile. Encore une fois,
On s'était dit que voilà, en ces périodes de confinement, c'était aussi le moment pour les RH et pour les salariés de prendre un temps de réflexion sur là où on en est et comment est-ce qu'on peut aborder l'avenir. Ça nous semblait important que vous ayez des clés. On espère que vous avez eu quand même quelques clés, voire même que vous soyez posé plus de questions que vous n'en aviez au préalable, et tant mieux. Ça veut dire que ça a suscité chez vous aussi un intérêt. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup, beaucoup pour être nombreux à avoir regardé en tout cas ce webinaire. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Alors, on a été ravis de partager ça avec vous et de partager cette expérience en ces temps qui sont compliqués. Et puis, pour le mot de la fin, prenez soin de vous. Merci Céline. On vous retrouve bientôt, donc n'hésitez pas aussi à contacter, voilà, à titre individuel, chacun vos conseillers respectifs, hein, qui sont évidemment toujours là pour vous accompagner. Merci beaucoup et puis à très Merci. bientôt.